Bienvenue sur Médecine Vitale. Aujourd'hui, on va parler d'un symptôme qu'on rencontre très souvent, mais qui peut soulever énormément de questions, les maux de tête. Parfois, un simple mal de tête est bien plus qu'un mal de tête. Il peut être le premier signe d'une urgence vitale ou juste le résultat d'une nuit blanche et d'un café en trop. C'est là que ça devient essentiel de connaître les différents types de céphalées, de savoir comment les classer, les reconnaître et surtout comment les prendre en charge. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de mieux comprendre ce qu'est une céphalée, quels sont les signes à surveiller et comment on peut approcher tout ça de façon structurée. Une céphalée, c'est simplement une douleur localisée au niveau de la tête. Elle peut toucher l'ensemble du crâne ou une zone bien précise, le front, les tempes, l'arrière de la tête, autour des yeux, etc. Mais attention, le cerveau lui-même ne sent pas la douleur. Ce sont les structures autour, telles que les vaisseaux, les méninges, les nerfs crâniens, les muscles et les sinus, entre autres, qui sont à l'origine de la sensation. Toutes les céphalées ne se ressemblent pas, mais il faut distinguer les douleurs intracrâniennes qui proviennent de l'intérieur du crâne, comme les méninges, les vaisseaux cérébraux ou la pression à l'intérieur de la boîte crânienne, des douleurs extracrâniennes issues par exemple des muscles cervicaux, des sinus ou de la peau du cuir chevelu. Cette distinction aide souvent à orienter vers un type de céphalée plutôt qu'un autre. Maintenant qu'on a compris tout ça, essayons de voir comment on classe les maux de tête. Pour classer les céphalées, on se base principalement sur leur origine, autrement dit leur cause. Et en considérant leur origine, on distingue deux grands types de céphalées, les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Les céphalées primaires sont des maladies en elles-mêmes. Il n'y a pas de cause sous-jacente identifiable en termes de maladie ou d'accident, mais elles partagent des mécanismes physiopathologiques communs, souvent complexes. Par exemple, au cœur du processus, on retrouve généralement une activation anormale des voies de la douleur au niveau du système nerveux central et périphérique, en particulier dans la région du trijumeau, qui est le nerf qui est principalement impliqué dans la sensibilité de la face et du crâne. Dans de nombreux cas, il existe aussi un mécanisme neurovasculaire, car certaines structures cérébrales, comme les méninges ou les vaisseaux, peuvent libérer des médiateurs inflammatoires comme la CGRP, la substance P ou la sérotonine, qui entraînent une dilatation vasculaire, une inflammation locale et donc de la douleur. Les principales céphalées primaires sont la migraine, la céphalée de tension, les agies trigémino-autonomiques comme l'agie vasculaire de la face, aussi appelée cluster headache, mais aussi beaucoup d'autres, telles que les céphalées par effort, les céphalées sexuelles, etc. Les céphalées secondaires, en revanche, sont liées à une autre pathologie. En fonction de la nature de la cause, elles peuvent être traumatiques, vasculaires, infectieuses, tumorales ou néoplasiques, métaboliques ou toxiques, cervicogéniques, médicamenteuses, etc. Ce tri est fondamental car les céphalées primaires sont souvent chroniques mais bénignes, alors que les secondaires peuvent révéler une urgence vitale. Maintenant, on va voir les caractéristiques de chaque céphalée. On va principalement voir les céphalées primaires car elles sont les plus fréquentes. On a, dans un premier temps, la migraine qui se présente sous la forme d'une douleur généralement pulsatile, unilatérale, mais qui peut changer de côté, d'intensité modérée à sévère, souvent invalidante. Elle dure en général entre 4 et 72 heures. Sa fréquence est variable, pouvant aller de quelques crises par an à plusieurs par mois. Comme facteur déclenchant, on peut retenir le stress, les règles, le manque de sommeil, l'alimentation, la lumière forte et j'en passe. Assez souvent, comme signe associé, on a nausées et vomissements, photophobie qui est une difficulté à tolérer la lumière, phonophobie qui est une difficulté à tolérer le bruit, et parfois on a une aura visuelle ou sensitive qui est présente avant la crise. La céphalée de tension est en général une douleur en casque qui est perçue comme un serrement ou une pression bilatérale, souvent fronto-occipitale, c'est-à-dire allant depuis l'avant jusqu'à l'arrière du crâne, d'intensité légère à modérée. Elle peut durer de 30 minutes à plusieurs jours. On peut en souffrir quotidiennement, surtout en période de stress. Comme facteur aggravant, on a fatigue, tension musculaire, position prolongée. Et on ne note en général aucun signe associé ou quelques-uns qui sont assez discrets. L'agie vasculaire de la face, elle, est une douleur très intense, un coup de poignard. Elle est localisée autour de l'œil, toujours du même côté, pouvant durer de 15 à 180 minutes, plusieurs fois par jour. Elle a une fréquence par salve sur plusieurs semaines. Quelques facteurs déclenchants identifiés sont l'alcool, la chaleur, la nitroglycérine.
Comme signe associé, en général du même côté que la douleur, on a larmoiement, congestion nasale, ptose, myosis et agitation où on observe que le patient ne tient pas en place. Connaître ces tableaux types permet déjà d'orienter efficacement le diagnostic sans avoir besoin d'imagerie dans la majorité de ces cas de céphalée primaire. La plupart des céphalées en général sont bénignes, mais certaines doivent immédiatement faire suspecter une cause grave. Et donc voici les principaux signes d'alerte, c'est-à-dire ceux qu'il faut toujours rechercher et ne jamais ignorer. Une céphalée brutale en coup de tonnerre, donc une douleur très intense, qui apparaît en quelques secondes. Il faut penser en priorité à une hémorragie méningée. Une céphalée inhabituelle chez un patient qui n'en fait jamais ou bien totalement différente de ses céphalées habituelles. Une céphalée associée à de la fièvre, une raideur de nuque. Il faut dans ce cas prêter attention au risque de méningite ou d'encéphalite. Une céphalée avec des signes neurologiques tels troubles de la vision, faiblesse de membres, difficulté d'élocution. Il faut à tout prix penser à un AVC, une tumeur ou un autre type d'atteinte cérébrale. Une céphalée qui s'aggrave progressivement ou qui persiste malgré les traitements habituels. Et enfin, toute céphalée chez un patient immunodéprimé, cancéreux ou très âgé. Dès que l'un de ces signes est présent, il ne faut pas hésiter à aller beaucoup plus en profondeur en demandant une imagerie cérébrale, des bilans urgents, voire procéder à une hospitalisation selon le contexte. Maintenant vient enfin le temps de déterminer à quoi on a affaire en essayant d'établir un diagnostic précis. Face à une céphalée, tout commence par un bon interrogatoire. C'est souvent l'élément clé d'ailleurs pour orienter le diagnostic. Il y a des questions essentielles à poser et en voici quelques-unes. Depuis quand ressentez-vous ces céphalées? On essaie dans ce cas de déterminer si l'apparition est brutale ou progressive, récente ou ancienne. À quelle fréquence les ressentez-vous? Dans le but de savoir si elles sont quotidiennes, par crise espacée et pendant combien de jours par mois. Quelle est la durée de ces crises? Quelle est leur localisation? D'un seul côté, tout le crâne, derrière l'œil, en casque? Quel est le type de la douleur? Car elle peut être pulsatile, ressentie comme une sensation de pression, d'élancement ou de brûlure. Quelle est leur intensité? Pour savoir à quel point elles sont ou ne sont pas supportables. Empêchent-elles les activités? Comment sont-elles perçues sur une échelle de 1 à 10? Avez-vous identifié des facteurs déclenchants ou aggravants, tels le stress, la lumière, l'effort, l'alcool, les règles, le jeûne? Y a-t-il des facteurs soulageants, comme le repos, l'obscurité, certains médicaments? Existe-t-il des signes associés, tels que la nausée, des vomissements, des troubles visuels, un larmoiement, de la fièvre, des vertiges? Et enfin, on essaiera d'établir le contexte en recherchant les antécédents, les traitements en cours, les pathologies associées, l'âge et le statut immunitaire. Vient ensuite l'examen neurologique qui doit être systématique, surtout si on suspecte une céphalée secondaire. Il est notamment important de vérifier l'état général pour voir s'il y a fièvre, raideur de nuque, les éventuels signes neurologiques en évaluant la motricité, la sensibilité, les réflexes, la coordination, le champ visuel et le fond d'œil si possible à la recherche d'œdème papillaire qui peut orienter vers une hypertension intracrânienne. On procédera ensuite à la palpation cervicale et des muscles du crâne. Et à la fin de tout ça, un examen strictement normal chez un patient jeune, en bon état général avec une céphalée typique, oriente souvent vers une céphalée primaire. Dans la majorité des cas, surtout pour des céphalées primaires typiques, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Mais, dans certains contextes, les examens paracliniques deviennent indispensables pour exclure une céphalée secondaire. Voici la principale situation dans laquelle il faut penser à les prescrire. S'il y a présence d'un des signes d'alerte qu'on a vu, céphalée brutale, inhabituelle, persistante, etc. S'il y a céphalée récente chez une personne de plus de 50 ans ou chez un patient immunodéprimé ou cancéreux, et s'il y a résistance au traitement habituel ou une aggravation progressive. Et comme examen complémentaire à demander, on a des examens d'imagerie comme une IRM cérébrale de préférence qui est plus précise ou un scanner cérébral en urgence, surtout s'il y a une céphalée brutale ou une suspicion d'hémorragie cérébrale. Ensuite, on peut faire une ponction lombaire s'il y a une suspicion de méningite, d'encéphalite ou d'hémorragie méningée, même avec une imagerie normale, et aussi pour une mesure de la pression d'ouverture au cas où il y aurait une hyper ou une hypotension intracrânienne. Un bilan biologique, donc
numération formule sanguine, CRP, vitesse de sédimentation, à la recherche d'infection ou d'inflammation, comme dans le cas d'une artérite temporale, mais aussi un ionogramme, fonction rénale, glycémie selon le contexte. Un ECG peut être demandé avant l'introduction de certains traitements de fond, par exemple le verapamil, ainsi que d'autres examens selon l'orientation, comme une angio-IRM, une artériographie temporale, des examens ORL ou ophtalmo si besoin. En résumé, on ne fait pas ces examens de façon systématique, mais une démarche ciblée, contextuelle et toujours guidée par l'interrogatoire et l'examen clinique. La prise en charge dépend du type de céphalée et de sa fréquence. Dans un premier temps, si on a des céphalées au moment de la consultation, on pense à un traitement de la crise dans le but de soulager rapidement la douleur. Puis, un traitement de fond sera instauré si besoin. Pour ce qui est du traitement de la crise, en cas de migraine, on donne du paracétamol ou un anti-inflammatoire en première intention. En cas d'échec, on utilise les triptans tout en respectant les contre-indications comme une hypertension artérielle, un antécédent d'AVC, etc. Des antiémétiques peuvent être utilisés en cas de nausée, comme la dompéridone, le métoclopramide. En cas de céphalée de tension, en général, on donne du paracétamol ou un anti-inflammatoire non stéroïdien qui en général suffisent, mais on n'utilise pas de triptan dans cette situation. En cas d'algie vasculaire de la face, on fait une oxygénothérapie à haut débit et on donne du sumatriptan injectable. On fera quand même attention à l'abus médicamenteux car la prise excessive d'antalgiques ou de triptan peut entretenir les céphalées. Il faut aussi souligner un peu le caractère non curatif des traitements actuels car on ne fait que contrôler les crises, on ne guérit pas une migraine par exemple. Un traitement de fond est indiqué en cas de céphalée fréquente, invalidante ou mal contrôlée par le traitement de la crise. En cas de migraine, on peut utiliser des bêta-bloquants tels que le propanolol, ensuite de la mitriptyline, du topiramate, des anti-CGRP selon le profil du patient. En cas de céphalée de tension chronique, des antidépresseurs tricycliques comme la mitriptyline peuvent être utilisés, des techniques de relaxation peuvent être suggérées ou même une thérapie comportementale est à considérer. Pour ce qui est de l'algie vasculaire, du verapamil est souvent utilisé en traitement de fond, mais nécessite la réalisation d'un ECG comme on avait vu. Comme autre option possible, on a l'utilisation du lithium et du topiramate. Et toujours, il faut penser à l'éducation du patient, au repérage des facteurs déclenchants, une bonne hygiène de vie, la gestion du stress, un sommeil de bonne qualité, etc. Comme on peut le voir, derrière ce qu'on appelle simplement un mal de tête, il y a en réalité une diversité de causes, de mécanismes et de signaux à décoder. Et parfois, l'origine n'est même pas intracrânienne. Certaines douleurs cervicales, par exemple, peuvent déclencher des céphalées. J'en parle dans ma vidéo sur le mal de dos. Vous pouvez la visionner juste après celle-ci. Et si ce contenu vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à le partager autour de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.